Bonjour à tous. Le chômage, ça peut faire peur. On a l'impression que c'est une montagne. Mais en réalité, c'est un défi que les gouvernements et les banques centrales affrontent avec une panoplie d'outils bien spécifiques. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble cette fameuse boîte à outils pour voir ce qu'il y a dedans et surtout pour comprendre comment on s'en sert. Allez, voilà notre programme. On va commencer par bien identifier le problème parce que c'est la base de tout. Ensuite, on verra les solutions qui existent, que ce soit pour le long terme ou pour les coups de chaud de l'économie. On fera un zoom sur les armes de la Banque centrale et on finira par voir comment on combine tout ça. C'est parti! Bon, on attaque. La première chose à comprendre, c'est qu'avant de chercher un remède, il faut poser le bon diagnostic, un peu comme chez le médecin. Le mot chômage cache en fait des réalités très différentes. Et forcément, à des mots différents, on applique des traitements différents. En gros, il faut distinguer deux grands cas de figure. D'un côté, on a le chômage structurel. Voyez-le comme une maladie chronique de l'économie. C'est un décalage profond, durable, entre les compétences que les gens ont et les emplois que les entreprises proposent. Et de l'autre côté, il y a le chômage conjoncturel. Lui, c'est plutôt une fièvre, quelque chose de temporaire qui arrive quand l'économie, dans son ensemble, tourne au ralenti, par exemple lors d'une récession. Alors commençons par la maladie chronique, le chômage structurel. Comment est-ce qu'on s'attaque à ces problèmes de fond du marché du travail? Quels sont les traitements disponibles? Pour ça, il y a deux grandes approches. Les politiques actives, qu'on pourrait comparer à de la kinésithérapie, on agit directement pour aider les gens à se remettre en selle et pour fluidifier le marché du travail. Et puis, il y a les politiques passives. Elles, c'est plutôt l'antidouleur. On donne un soutien financier pour aider à traverser la période difficile. Les politiques actives, comme leur nom l'indique, sont très proactives. L'idée, c'est d'intervenir directement. On peut par exemple donner un coup de pouce aux entreprises pour qu'elles embauchent en baissant leurs charges. On peut aussi faire en sorte que financièrement reprendre un travail soit toujours plus intéressant que de ne pas travailler. Et bien sûr, la formation pour essayer de faire correspondre les compétences des chômeurs avec les besoins réels des entreprises. Même si entre nous, l'efficacité de ces formations est un débat sans fin. Les politiques passives, elles, servent d'amortisseurs, de filets de sécurité. L'exemple le plus incroyable et le plus récent, c'est évidemment le chômage partiel massif pendant la crise du Covid en 2020. Au lieu de licencier des millions de personnes, les entreprises ont pu les garder et c'est l'État qui a payé une grande partie du salaire. C'est un outil extrêmement puissant pour absorber un choc économique brutal sans tout détruire. Bon, maintenant, on change de registre. On laisse de côté la maladie chronique pour s'occuper de la fièvre passagère, le chômage conjoncturel. Là, on n'est plus dans le traitement de fond, on est dans la médecine d'urgence. Il faut agir vite et fort. Le premier outil de cette médecine d'urgence, c'est la politique budgétaire. Pour faire simple, c'est un peu comme une injection d'adrénaline en plein cœur de l'économie. C'est l'État qui décide de dépenser massivement de l'argent pour relancer la machine. C'est une véritable réaction en chaîne. Imaginez, le gouvernement lance un grand plan pour rénover toutes les écoles. Tout de suite, les carnets de commandes des entreprises du bâtiment se remplissent. Pour honorer ces commandes, elles ont besoin de plus de monde, donc elles embauchent. Et voilà, le chômage baisse. C'est assez direct. Le revers de la médaille, bien sûr, c'est que ça coûte cher et ça creuse la dette de l'État. Le deuxième gros outil d'urgence, c'est la politique monétaire. Et là, ce n'est plus le gouvernement qui est à la manœuvre, mais la banque centrale. Si la politique budgétaire, c'est la piqûre d'adrénaline, la politique monétaire, c'est un peu comme si on ajustait la pression sanguine de l'économie pour que tout circule de manière plus fluide. Alors justement, allons voir d'un peu plus près comment ça fonctionne. C'est sans doute l'outil le plus puissant, mais aussi le plus abstrait. On va se concentrer sur ce que fait la Banque centrale européenne, la fameuse BCE. Le principe de base est en fait assez simple. La BCE, c'est la banque des banques. C'est elle qui leur prête de l'argent. Le taux d'intérêt auquel elle prête, c'est le taux directeur. Donc si la BCE baisse ce taux, les banques commerciales peuvent se financer pour moins cher. Et logiquement, elles vont ensuite prêter cet argent moins cher à leurs propres clients, les entreprises et les particuliers. C'est la question. D'accord, l'argent est moins cher. Mais en quoi est-ce qu'une décision prise à Francfort dans les bureaux de la BCE va se traduire par la création d'un emploi dans une petite entreprise? Pour le comprendre, il faut se mettre une minute à la place d'un chef d'entreprise. Une entreprise qui veut investir, par exemple pour construire une nouvelle usine, a globalement trois options. Soit elle utilise ses propres bénéfices, soit elle vend des parts d'elle-même à des investisseurs, soit elle s'endette auprès d'une banque. Et c'est là que tout se joue. Quand la BCE baisse ses taux, l'option dette devient tout à coup beaucoup plus intéressante. Emprunter pour investir coûte moins cher, donc plus d'entreprises vont le faire. Et qui dit plus d'investissement dit plus d'emplois. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la BCE ne se contente pas de jouer sur un seul bouton. Elle a toute une panoplie d'instruments. Elle peut baisser les taux à court terme, mais elle peut aussi, comme on l'a vu ces dernières années, acheter massivement de la dette sur les marchés pour faire baisser les taux à long terme et inonder l'économie de liquidités. L'objectif est toujours le même, rendre l'argent facile d'accès pour stimuler l'investissement. Le risque, bien sûr, c'est que si on injecte trop d'argent, les prix se mettent à grimper. C'est la fameuse inflation.
Ok, on arrive à la fin. Maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle, il est temps de les assembler. Parce qu'en pratique, on n'utilise jamais un seul outil, mais une combinaison intelligente de plusieurs d'entre eux. Ce tableau résume parfaitement tout ce qu'on vient de se dire. Face à un problème de fond, structurel, on va utiliser des politiques actives pour essayer de corriger le tir, et des politiques passives pour amortir le choc social. Et quand l'économie prend un coup de froid, un problème conjoncturel, alors on sort l'artillerie lourde. Le gouvernement dépense et la banque centrale ouvre les vannes du crédit. Ces outils ne s'opposent pas, ils se complètent. Et on va se quitter sur cette question qui est loin d'être simple. La nature même du travail est en train de changer à une vitesse folle. Alors, est-ce que ces outils qui ont été pensés pour l'économie du XXe siècle seront toujours adaptés aux défis de demain, comme l'intelligence artificielle, la généralisation du télétravail ou la transition écologique? C'est tout l'enjeu pour les décideurs politiques des années à venir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.